Balado. Bonjour, c'est Rokia Bamba pour Sororité, Conversation with My Sisters, le podcast au service de la parole sororale du studio Balado. Si vous êtes curieuse et curieux de faire la rencontre de deux belles personnes, je vous invite dans mon podcast Talk Show à découvrir deux femmes flamboyantes, deux femmes engagées dans la cité, deux femmes artistes, mes sisters, Ophélie Makoko et Makam. Cet après-midi, nous sommes en public au Centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles dans le cadre du Ladyfest Bruxelles, le festival féministe transdisciplinaire et inclusif. Depuis 2012, le Ladyfest Bruxelles réunit un groupe de féministes motivées à l'idée de proposer un festival féministe pluridisciplinaire et entièrement do it yourself. Le premier Ladyfest a eu lieu à Olympia, aux États-Unis, en 2000. Ce projet est né du constat de la sous-exposition et médiatisation des artistes féminines, mais aussi du machisme ambiant qui sévit dans le monde de l'art. Le Ladyfest se veut un espace d'échange et de partage autour des thèmes tels que la créativité, la diversité, la promotion de l'égalité entre les sexes et la lutte contre l'hétéronormalité. Merci à toute l'équipe de nous accueillir et merci au public de nous accompagner. Rokia Bamba, Sororité, Conversations with My Sisters. Bonjour, Makoko. Bonjour. Bonjour, Makam. Bonjour Rokia. Avant de laisser les intervenants se présenter, je vais commencer tout simplement par moi, histoire de détendre l'atmosphère, un tout petit peu. Aujourd'hui, j'ai envie de partager avec vous sur les faits que je suis animatrice d'un podcast, mais je suis aussi DJ, mais je suis aussi artiviste. Je travaille le son. Je fouille nos archives communes pour déconstruire les musées coloniaux en Allemagne, en Suisse, en Italie, en Belgique. Et oui, en passant par la Biennale de Dakar. Je suis aussi animatrice radio depuis mes 12 ans et j'en ai 49 aujourd'hui. Je suis full-time, maman solo de 2 adorables bébés, Abel, 20 ans, et Léa, 17 ans. Voilà donc ce qui répond aux questions qui je suis et d'où je viens. Et surtout, ce que j'avais vraiment envie, mais vraiment envie de partager de moi avec vous. Je suis Rokia Bamba. C'est à vous, si vous me le permettez. Je vais vous laisser tout simplement vous présenter, vous exprimer sur vous, mais par vous. Makoko. Ok. Alors, merci du partage, merci de l'invitation. Alors, mon prénom, c'est Ophélie. Mon nom de famille, c'est Mac. Et Coco, c'est un surnom qu'on m'a donné depuis, j'ai peut-être 17 ans. Donc, j'ai gardé les deux. Mac Coco, Mac qui veut dire fils d'eux, et Coco qui veut dire zizi en créole. Quand mon père a découvert que Makoko était mon surnom et que j'en faisais quelque chose de public et qu'en plus, j'en faisais des céramiques en forme de pénis, qui tease un peu sur ce que je fais et ce que je suis en partie, je peux vous dire qu'il a changé de couleur. Donc, je suis née et j'ai grandi à Paris. J'ai débarqué à Bruxelles il y a 11 ans maintenant pour finir mes études à la Cambre en céramique avec une option performance. C'est pour ça que j'ai choisi la Belgique. Un peu peur de m'y installer et d'y rester. J'ai gardé mon appartement pendant 2 ans à Paris et finalement j'ai tout lâché et j'y suis restée et j'y suis bien. Donc j'ai vogué entre le monde de l'art contemporain, le monde du professorat. J'ai passé mon agrégation et j'étais professeur. Ensuite, limitée par les PO, j'ai essayé d'être éducatrice.
en me disant j'irai là où les jeunes ont plus besoin de moi, où il y a moins d'autorité, où je vais pouvoir les suivre d'un côté intime, social, les rescolariser, faire un truc un peu plus global. Mais encore une fois, j'ai senti le plafond de verre des PO et je me suis les pouvoirs organisateurs si jamais. Et je me suis dit non, c'est toujours pas le bon endroit pour moi. Donc suite à la fin d'un contrat, j'ai récupéré mes sous et j'ai fait un pas de côté des institutions, un pas de côté du CDI, un pas de côté de la sécurité. Et je me suis dit, faisons une grande folie, mettons tout ce que tu as, c'est-à-dire pas grand-chose, donc 4 000 euros, dans l'ouverture d'un lieu qui serait autogéré et qui répondrait à beaucoup de manques que moi j'avais déjà ressentis depuis les quelques années où je vivais à Bruxelles. Donc un espace que je voulais justement autogérer, où je demanderais de l'argent à personne, d'autorisation à personne, que la programmation serait libre de droits et tout ce qui pourrait être généré pourrait nous revenir, être visible mais fier. Et surtout indépendant. Il y avait comme ça un besoin d'indépendance. Donc Fat Sabbat a ouvert ses portes en décembre 2019. Et Fat Sabbat, c'était justement un 80 mètres carrés en plein Annesens, carrelage au sol, vitrine sur la rue, lumière au néon. Rien de très prestigieux, mais au moins ça nous appartenait. Donc quand je dis nous, il n'y avait pas énormément de monde derrière, parce qu'à l'époque, j'aurais adoré que plusieurs personnes aient les moyens de cofinancer, coporter, coécrire le lieu avec moi. Mais quand j'ai regardé mes pères et mes mères autour de moi et que j'aurais proposé le projet, en leur disant est-ce que tu pourrais mettre 150, 200 euros, comme ça on fait comme un atelier partagé, mais public, personne n'était viable en fait. Tous mes proches et qui étaient le public cible de Fat Sabbat, c'est-à-dire des gens qui me ressemblent, donc des personnes queer et racisées, à qui j'ai demandé, des femmes racisées, à qui j'ai demandé de participer. Tout était dans des galères plus ou moins profondes, et donc personne n'a pu le faire. Je me suis lancée un peu solo en me disant, c'est pas grave, on va y arriver. Des amis ont donné du temps, ont donné de la main, ont donné du savoir-faire, donc sans demander d'argent en échange. Donc il y avait aussi bien des groupes de parole que des projections, que des brunchs qui étaient organisés, que des solutions qui étaient trouvées pour des copines sans papier en galère. Enfin, c'était vraiment la débrouille. Les mamans déposaient les enfants à garder, les groupes de mamans une fois par mois. Tout le monde a donné de son temps et ça a vraiment créé une grosse cohésion très bordélique, très risquée. Le Covid nous est tombé dessus. Donc on a dû très vite fermer au mois de mars, malheureusement. Et ça a été difficile. Mais maintenant, aujourd'hui, Ophélie par mois, je pourrais pas ne pas passer autant de temps à parler de Fat Sabbat parce que j'ai l'impression que tout ça me compose. Aujourd'hui, je me sens très divisée en trois. Il y a Ophélie de Fat Sabbat, Ophélie l'artiste, prof et performeur, et Ophélie dans l'intimité qui mélange un peu tout ça en même temps. Donc ça veut dire que j'arriverai pas à dissocier. Je suis une artiste activiste qui essaye de fabriquer sa famille selon ses codes, de remplir les trous de son histoire. Et je crois que vraiment tout ça est extrêmement lié. Et mon intime et mon politique, ils composent ma façon d'être prof, ils composent ma façon de faire Fat Sabbat, de faire l'amitié, de faire l'amour, de faire la famille, quoi. Donc c'est vraiment, c'est tout un grand sac de nœuds, mais un peu fil d'or, quoi, quand même. Ouh. Eh ben on a fini. Merci. Maca. Alors c'est une très grande question, hein. Rokia, tu commences fort, hein. Qui suis-je? Oh là là, c'est une grande question, moi, qui m'intéresse beaucoup. En tout cas, c'est vraiment une question que je me pose depuis que je pense. Et moi, je vais commencer par dire que je suis une artiviste. C'est comme ça que je me définis maintenant et déjà depuis quelque temps. Et c'est un terme que je défends, que je continue de défendre, parce que ce terme, je le vois aussi au sens large. Pour moi, l'artivisme, ça peut être des formes très très diverses et variées. C'est-à-dire que on peut le concevoir si on parle de l'artivisme en termes de création, et donc c'est une façon d'exprimer sa militance qu'on va retrouver au sein même de la création. Donc c'est la création en elle-même qui va porter, en fait, qui va sacraliser cette militance. Ou on peut le voir aussi de façon beaucoup plus large, et c'est peut-être la définition qui, moi, à cette heure-ci, me correspond mieux en tant
directrice d'un festival militant. Ben c'est justement à la création de lieux comme Fat Sabbath, où il y a l'émergence des possibles et la convergence des luttes qui est rendue possible. Enfin, en tout cas, c'est à ça qu'on essaie de travailler. Et donc, moi, je le prendrais au sens le plus large possible, ce terme-là. Donc voilà, tout d'abord, je suis Macam, une artiviste polymorphe, encore une fois, et vous verrez que j'aime bien sauter de case en case, un peu comme les chats aiment bien se mettre dans des boîtes différentes. Dès qu'ils en boivent une autre, ils vont dans l'autre boîte. Et c'est sans fin comme ça. Si vous avez des chats, je pense que vous comprendrez. Mais voilà, donc je me définirais comme une artiste polymorphe, à la base plutôt musicienne. Moi, je jouais du coup du rock and roll avec ma guitare, armée de ma guitare, dans les bas-fonds de Saint-Gilles, pour plus de bière que je ne peux en boire, comme je me plais à le dire. Et j'ai joué, c'est vrai, pendant 15 ans dans des groupes exclusivement féminins aussi. Donc ça, c'était aussi une particularité, et c'est ce qui m'a amené aussi à la militance quelque part, parce que je tiens à souligner, parce qu'on nous l'a beaucoup posé finalement dans les questions, dans les interviews, quand on jouait avec les groupes. Tiens, pourquoi un groupe exclusivement féminin? Et moi je répondais toujours, c'est une question qu'on n'a jamais posée aux Beatles. Pourquoi un groupe exclusivement masculin? Et finalement, c'est le fait d'être une femme. En plus, je jouais aussi avec une moustache, mais c'était vraiment pas du tout conscientisé. C'était vraiment une démarche plutôt esthétique à l'époque. Mais c'est un peu ça qui m'a amenée en fait vers le féminisme, vers les féminismes, puisque le fait d'être une femme sur scène, en fait, très vite, il n'a pas fallu plus d'une année en tout cas pour s'en rendre compte en fait que c'était déjà un acte militant que d'être sur scène, que de revendiquer un espace scénique et de le partager avec ses sœurs. Donc c'est cette expérience-là, en fait, ce parcours, cette carrière musicale-là qui m'a tout doucement amenée vers la militance et vers les féminismes. Et donc voilà, c'est comme ça que je suis arrivée en réalité à la tête du festival, puisque c'est un peu par hasard en fait que tout ça s'est joué. C'est-à-dire que moi, donc je vous expliquais, je jouais pour des bières dans des bars et pendant longtemps sans statut. Et donc des espaces en fait comme le Ladyfest, donc moi j'étais plutôt public à ce moment-là, il n'existait pas des masses. Donc quand je dis à ce moment-là, c'est 2012. Le premier Ladyfest à Bruxelles, c'était 2012. Sachant que c'est une initiative qui vient des États-Unis, comme Rokia l'a expliqué tout à l'heure. Donc nous, on a dû attendre 2012 pour qu'il y ait une équipe comme ça de guerrières qui viennent un peu faire bouger, trembler les murs et bouger les lignes surtout. Et donc voilà, moi j'apprends comme ça par le plus grand des hasards des réseaux sociaux que ce festival, cette initiative qui est foutrement nécessaire, parce qu'effectivement, à ce moment-là, je le répète, il y avait vraiment pas grand-chose pour les femmes. Et vivre en fait de sa musique, c'était vraiment une question de précarité, quoi. Et à un moment donné, il faut se rendre compte aussi de cette réalité-là. Et moi, je me suis dit, mais non, en fait, non, ce festival ne doit pas disparaître. Il n'est pas question qu'il disparaisse. Et je dis, qu'est-ce qu'on fait? J'interroge mes sœurs. Et de là, voilà, je lance un timide appel à relève du projet. Et c'est constitué directement une équipe de bénévoles pour prendre la relève de ce projet-là. Et c'est finalement ça qui m'a amené finalement à passer d'un côté à l'autre. Et donc tu parlais, quand tu te décrivais de l'aspect aussi multicasquette, et je pense que c'est quelque chose qui est aussi très spécifique à la militance déjà de 1, aux femmes de 2, enfin je dirais de 1 aussi, et puis aussi aux travailleuses du secteur culturel en général, où on est amené à avoir 36 000 casquettes. C'est parfois un petit peu schizophrénique cette posture. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je peux le vivre parfois. Mais donc cette expérience m'a amené à être de l'autre côté en fait de la scène, et à pouvoir avoir un regard qui est aussi très intéressant d'un point de vue militant, quand on parle justement de conditions de travail, parce que finalement, en étant de l'autre côté, on se rend aussi compte d'une autre réalité des opérateurs, des opératrices culturelles,
et des porteuses de projets. Donc voilà. Je suis, pour continuer, aussi une femme non blanche, une femme lesbienne, mais je suis valide jusque-là. Enfin, je ne vois pas très bien quand même si je enlève mes lunettes. Je suis vraiment mi-up comme une taupe. Et voilà, je suis aussi Carolo de surcroît. Ça, je tenais à ce que vous le sachiez quand même, et je tenterai de vous faire mon plus bel accent. On va creuser un peu plus en profondeur. Je vais citer une phrase de Sojourner Truth, abolitionniste afro-américaine et militante des droits des femmes. La vie est une bataille difficile, de toute façon. Si nous rions et chantons un peu en combattant le bon combat de la liberté, tout se passe plus facilement. Je ne permettrai pas que la lumière de ma vie soit déterminée par les ténèbres autour de moi. Vous œuvrez, toutes deux, dans des milieux qui permettent d'entendre et de voir les invisibles pourtant visibles. Alors, pour comprendre votre cheminement, vos parcours respectifs, dites-nous où vous avez commencé à vous questionner. Et je lance la parole à ma Coco. Ok. Très sincèrement, très humblement et très sincèrement, je pense que ça m'a constitué, qu'il y a quelque chose qui est pas... C'est pas de l'ordre de... J'ai eu une révélation à un moment donné, j'ai ouvert un livre, une phrase, quelque chose m'a... En fait, ce que tu lis, ce sont juste mes mots, et c'est soit les mots avec lesquels j'ai été bercée depuis toujours, soit... Et donc, ça me semble si... Il n'y a pas eu un moment où je me suis woke, en fait. Donc, il n'y a pas eu ça, j'ai pas eu ce moment de magie, comme ça. Donc, moi, j'ai grandi à l'internat depuis mes 5 ans. Donc, ça veut dire, depuis mes 5 ans, je suis entourée que de filles, que de femmes, du matin jusqu'au soir. Donc, il n'y a pas de parents. C'est vite fait, il y a les bonnes sœurs pour nous donner à manger, mais c'est vraiment de l'autogestion, quoi. On invente nos règles à nous, à l'intérieur d'un cadre un peu établi. On fait sur le côté, de manière très queer, depuis 5 ans, en fait. Et du coup, c'est ça, et j'ai continué à grandir là-dedans. J'ai toujours été une femme de gang, des gangs de copines, des groupes de copines, ça a toujours été du collège au lycée, et d'établir des nouvelles règles, de jamais aller là où on t'attend, de pas dire oui et merci quand t'es pas d'accord. Il y a un truc comme ça où dans mon éducation qui était très double, mes parents ils m'ont toujours dit intègre-toi, sois poli, sois plus propre, etc. Enfin des choses assez classiques qu'on peut retrouver dans les familles non blanches pour du coup la deuxième génération et d'éducation. Il faudra que tu sois meilleur que le reste de la classe si tu es minoritaire, etc. Donc il y avait quand même ce truc de recherche de l'élite, de l'excellence et de l'éducation au mérite pour te faire une place dans cette société. Mais il y avait aussi un contre-coup de tu vas pas les laisser te marcher sur les pieds. Donc, prends ta place, mais garde la tête haute. Et c'est un truc que j'ai continué à porter. Je pense que là où je les ai déçus, c'est dans mon choix très tôt, donc à 14 ans, de faire des études d'art. Et pour eux, c'était un retour en arrière. Donc eux, ils sont arrivés, ils sont sortis de leur pauvreté à Paris, ils m'ont permis d'aller en école privée, d'avoir une éducation pour eux, d'être dans le top 5 de la classe, et ils s'attendaient à ce que je fasse Sciences Po ou je ne sais quoi. Et du coup, ils ne comprenaient pas, avec en plus les facilités que j'avais déjà depuis l'enfance, que je décide d'aller dans la pauvreté. Et moi, je savais pertinemment qu'en signant dès mes 15 ans en option art forte, que j'avais déjà dessiné mon plan de carrière plus ou moins. J'allais vouloir faire les beaux-arts et tenter d'être artiste, peut-être travailler dans le monde de l'art, donc plutôt des galeries et ce genre de trucs. Mais je n'ai jamais eu la prétention de me dire « je vais être à l'aise ». J'ai toujours su qu'il aurait fallu être multiple. Pour moi, maintenant que je suis prof en école d'art supérieur, je le dis aux étudiants, arrêtez vos fantasmes. Il n'y a aucun moment où vous allez sortir de là et vous allez être à l'aise. Grand maximum, vous aurez un statut, vous aurez 1 800 €.
En fait, c'est ça qui vous attend. Hein. Donc, et si jamais il y a mieux, il y a 50% qui part pour l'État et je vous parle même pas des impôts. Donc, concrètement, il y a aucun moment où vous allez être à l'aise, genre ce fantasme comme ça de star ou de je ne sais quoi. Donc oui, maintenant mon travail, je suis sur des sites, dans des magazines, j'ai de la visibilité, etc., etc. Mais je suis en galère. On est le 27 du mois, j'attends comme tout le monde. Je n'ai rien sur mon compte là. Je n'ai rien. Je suis jolie, propre, bien sapée comme mes parents m'ont appris. Mais j'attends les 3 prochains jours. Lundi c'est férié. Je suis en galère. Non, mais c'est la réalité. Je suis en galère. Et c'est le cas de beaucoup d'artistes / bénévoles. Donc oui, je suis activiste. Oui, je suis artiste. Mais oui, je suis professeur, donc je cumule les 5 casquettes. Je sais faire plein de trucs et je les fais très très bien, je vous assure. Mais je suis pauvre. Mais ça, c'est un choix. Je veux dire, c'est un choix de plus ou moins de vie. Parce que mes parents, si je me plains demain, jamais de la vie, je leur demanderai de me prêter 50 €. Parce qu'ils vont trop mal me regarder. Ils vont me dire, non, on t'a tout donné. Maintenant, t'as fait ce choix d'être artiste. Tu donnes ton temps, ta sueur, ton sang à ton Fat Sabat, là. Genre, ton Fat Sabat qui ne paye rien pour toi de tes factures. Donc maintenant, tu viens pas nous faire chier. Va demander à tes copains. Donc c'est ça. Mes parents, ils me répondent un peu comme, désolé de leur cracher dessus, mais ils me répondent un petit peu comme les institutions, l'État ou ce genre de trucs. Donc va demander à tes copains. Donc c'est pour ça que je crois en l'autogestion. Et ma lumière, elle vient de là. À partir du moment où, enfin, mes lumières, elles sont progressives, elles ont changé un petit peu. Ou même si j'ai toujours voulu faire ensemble, mon faire ensemble, il a un peu évolué. Parce que je pense que j'ai aussi un petit peu évolué. Il y a quelques années, après la fermeture de Fat Sabat, j'ai été diagnostiquée, donc bipolaire. Donc ce qui a ouvert une ouverture qui était carrément interdite. Genre la santé mentale était un sujet extrêmement interdit, d'aller voir des psys, d'aller voir des psychiatres, d'être médicalisé. Enfin, c'était vraiment pas une option du tout. Mais donc j'ai commencé à accepter le diagnostic, à accepter de prendre les médicaments, à accepter de devoir changer mon mode de vie. Donc il va falloir dormir. Il va falloir arrêter de donner toute ta vie pour le monde entier parce que tu pourras pas sauver un quart de ce que tu voudrais. Il va falloir prendre ton temps, multiplier les casquettes mais diminuer. Et il va falloir accepter ça et au quotidien. Et ça m'a ouvert aussi sur les capacités de mes pères et mes mères. Parce que je sais qu'avant, j'étais plutôt une pousseuse. Je pense que je tenais ça de mes parents, où je me disais, genre, je ne tolérais pas la fatigue. Je ne tolérais pas le sommeil, le repos. Je me disais, il y a trop de choses à faire. On n'a pas le temps de dormir, en fait. La vie est trop courte, il y a trop de choses à bouger. Comment tu peux te permettre d'aller au Pilates alors qu'il y a des gens qui mangent pas dehors? Non, mais vraiment, j'étais dure, j'étais extrêmement dure avec mes proches. Et donc, d'avoir pris conscience de ça et d'avoir pris conscience qu'il faut apprendre à prendre soin de soi. Donc, moi, mon walk, il est à ce niveau-là. Donc, c'est vraiment ce moment-là où je me suis dit, OK, en fait, ça va être faire moins mon apprentissage. Ça va être faire moins et faire plus doucement et de faire avec justement des personnes qui potentiellement ont les mêmes ou différentes neuroatypies et apprendre à faire beaucoup, faire à la place encore de l'État, mais avec nos handicaps, nos difficultés, nos pas d'argent, nos besoins de dormir plus que d'autres. Et ça, c'est le plus grand challenge. Pour le coup, il est vraiment là. Le moment, le changement, il se fait à ce niveau-là, pour moi, en tout cas, et dans ma façon d'espérer que les choses changent, mais au sein même de nos cercles, en fait. De comment je prends soin de moi, comment j'arrive à prendre soin de ma copine qui est à côté, qui bosse avec moi. Et c'est du travail à plein temps. Merci. Makam. Est-ce que tu peux me rappeler la question, s'il te plaît, Rokia, initiale? Où est-ce que tu as commencé à te questionner? Oula, effectivement, enfin moi je crois que je suis un questionnement ambulant en fait. Enfin c'est tout le temps, c'est du soir au matin, c'est usant, enfin, c'est fatigant vraiment d'être dans ce corps. Mais oui, c'est vraiment ça, c'est le fondement de ma vie. En fait, je crois que c'est le questionnement. Alors je sais pas si c'est génétique, hein, puisque je suis une personne adoptée et je pense que ça joue, et j'aime bien quand tu disais en fait que c'était un peu constitutif, puisque moi je me retrouve là-dedans. C'est vraiment constitutif de la personne de qui je suis, puisque en tant que personne adoptée et issue de l'adoption transraciale, transnationale aussi, ce qui est très spécifique. Et je vous invite d'ailleurs à lire
le livre d'Amandine Gay, Poupée en chocolat, parce que c'est le premier livre qui parle de moi. Et moi, je ne l'ai pas encore lu en entier, parce que je n'y arrive pas, parce que c'est trop proche, et que c'est la première fois que ça m'arrive de me comprendre moi-même sur ces questions-là. Donc, oui, moi je dirais que c'est depuis toujours, c'est depuis que ça fonctionne un petit peu, les connexions là-haut, où je ne me suis jamais vraiment sentie à ma place, et donc ça amène en fait, oui, voilà, ça amène des questionnements, et sûrement que j'étais déjà une grosse rebelle, enfin que ça constituait ce côté-là. Enfin moi je suis quelqu'un où à l'école j'étais pas spécialement mauvaise, j'étais juste, je passais un peu facile, quoi. J'avais un peu des facilités, mais c'était surtout pour sortir vite de ce système. C'était pas forcément parce que j'aimais être là avec tous ces cons là qu'on est obligé de fréquenter 365 jours par an, mais oui, en fait, c'est ça. Je pense que c'était plutôt le fait de. Il y a aucun endroit en fait me correspondait, ni à l'école, ni à l'académie, parce que je fais l'académie de musique aussi, à Marché-Nopont. Mais il y avait vraiment aucun milieu dans lequel je me suis retrouvée, et j'avais pas de réponse non plus, parce qu'en fait la question de l'adoption chez moi était très taboue. Donc j'ai été élevée par des blancs, très blancs, hein, plus blancs que vous d'ailleurs. Mais oui, c'était très tabou. Donc en fait, mes questionnements aussi, ils ont bouillonné en moi. Et ça a été aussi ça qui m'a amené vers l'art. Et pour moi, c'est pour ça que je parle d'artivisme, parce que c'est vraiment la source, le jaillissement de tous ces questionnements qui sont restés, qui ont fermenté, qui ont parfois, aussi pourri, qui m'ont pourri la vie aussi. Mais c'est l'art, on dit l'art c'est une thérapie. Pour moi, ça, c'est vraiment encore le cas. D'ailleurs, j'espère remonter sur les scènes bientôt, après toutes ces aventures administratives. Mais oui, je ne sais plus ce que je voulais dire avec ça, mais en tout cas, c'est depuis très longtemps, tous ces questionnements. Et c'est encore le cas, mais peut-être avec plus de bienveillance envers moi-même, parce que je me suis aussi retrouvée dans ce que tu disais par rapport à ce moment où on se déconstruit, parce que c'est pas parce qu'on est quelqu'un qui est à l'intersection de plein de discriminations qu'on n'a rien à déconstruire. Je crois aussi bien au contraire, c'est jamais évident de se rendre compte qu'on est soi-même victime d'une discrimination. C'est pas quelque chose qui est évident, c'est une espèce de coming out aussi à soi-même, que de dire ah oui, en fait ça, ce privilège-là, moi je l'ai pas. Exemple, me rendre compte que j'étais pas toute blanche. Ça a été très tard en fait dans ma vie, dans la construction identitaire. Je pense que c'est quelque chose qui s'est joué vers l'âge de 8-10 ans, en vrai, de me rendre compte que j'étais pas blanche, que j'étais pas comme ma famille. Parce que j'étais quelqu'un qui fouillait les miroirs. En tant qu'enfant, je ne pouvais pas regarder un miroir dans les yeux, et ça pendant très longtemps. Et du coup, voilà, effectivement, quand on grandit sans savoir qu'on n'est pas blanc, forcément, ça pose des questions, parce que le miroir que la société te renvoie, par contre, lui, il est bien là. Tu dois l'affronter, tu peux pas l'éviter comme un miroir. Et donc ça, c'est ça qui m'a amené vers l'art et la militance, mais c'était pas ça la question, je crois. Si. C'était la question. Bien. Je vous ai dit l'histoire des neurones et des connexions qui se font pas, et j'aimais bien que tu abordes la question de la santé mentale, et merci de te sentir en confiance dans ce contexte aussi pour le faire, parce que c'est vrai que moi aussi, j'ai fait aussi j'ai pas encore fait mon coming out de personne neurodivergente, parce que je suis une neurodivergente non diagnostiquée, parce que ça coûte très cher de faire les tests en fait, et qu'apparemment ça sert à rien. C'est-à-dire que vous faites les tests et puis vous vous rendez compte que oui, vous êtes t'es différent. Et donc ça je le savais déjà. Donc s'il y a pas de solution, moi je vais pas mettre 300 balles dans un truc. Enfin, faut pas déconner. Alors je préfère aller au McDo. Mais non, c'est pas vrai, parce que je suis allergique au lactose, comme on l'a dit tout à l'heure, et j'ai plein de problèmes alimentaires. Mais passons à l'autre question, si tu le veux, Rokia, sauve-moi. Oui, je te sauve. Deuxième partie, nous étions plongés dans le passé et le présent, et là on va vers aujourd'hui, le futur. Vous écoutez Sororité,
Conversations with My Sister, un podcast de Rokia Bamba et du studio Balado. Merci au public chaleureux qui nous accompagne. On va continuer sur une citation et toujours creuser un peu plus deeper. Je me sens en sécurité, même au milieu de mes ennemis, car la vérité est puissante et prévaudra. Toujours Sojourner Truth. Dites-nous, comment vous arrivez à faire pour tenir, pour construire, déconstruire dans vos domaines de prédilection. L'enfer, c'est vraiment l'autre ? Oui. Et non, en même temps. Ma coco. Alors, est-ce que je me sens en sécurité au milieu de mes ennemis ? Alors, absolument pas, Sigourney. Personnellement, il y a quelques années, ça s'est fait très naturellement, encore une fois, de manière organique. Mes cercles ont changé. Et encore une fois, sans que ce soit calculé, mon intimité et mon professionnel et mon politique a pris la même couleur. Et donc, du coup, ce qui fait que je me retrouve beaucoup moins entourée de ce qu'on nommerait les ennemis. J'ai arrêté de travailler avec celles et ceux qui ne me comprenaient pas et que je ne comprenais pas. Celles et ceux qui me trouvaient trop bruyante, trop difficile à saisir, trop rapide, trop exigeante, trop dure. Maintenant, j'ai choisi, et je trouve que c'est un luxe et un privilège que je me suis offert, même si ça ne m'apporte pas d'argent, mais je choisis avec qui je travaille. Je choisis ce que je fais et je choisis comment je le fais. Et ça, il n'y a rien de plus précieux, en fait. Je me lève tous les matins et tous les matins, je suis surex de faire quoi que je fasse, en fait. Que ce soit travailler pour Fat Sabat, travailler pour le spectacle Carte Noire dans lequel je suis, du coup, la moitié du temps, qui est composé, du coup, de 8 femmes noires au plateau, le spectacle de Rebecca Chaillon, qui questionne aussi le racisme en France, que ce soit aller voir mes amis, enfin, peu importe, je suis comblée et j'ai l'impression, du coup, je vis dans une espèce de fantasme du monde parfait. Mais c'est terrible. Et de temps en temps, je me prends des violences parce que je fais l'erreur de prendre le métro ou je ne sais quoi. Mais sinon, je vis dans un monde avec une sélection. Genre, vous rentrez, je suis dans une sécure dans ma vie. Vous voyez la série ? Genre, tout le monde est beau, tout le monde est frais, tout le monde a bien commencé sa déconstruction, tout le monde est pertinent, parle de son travail, de son intimité, les tabous se sentent, tu vois, un peu, sont frileux. Genre, on commence à parler des choses fragiles, on commence à parler des choses qui font pleurer sans avoir peur ni honte de pleurer entre nous. Et je vis dans cette espèce de comme ça, de petite bulle de watts. Mais tu sais, le coton qui a été... Mais le bon coton, celui le nôtre, quoi. Et donc oui, non, je me sens... pas du tout, et c'est aussi un choix de rester là-dedans parce que je me sens beaucoup plus en sécurité là-dedans et de faire ce travail à l'intérieur de cette bulle. Du coup, la désillusion est arrivée parce que évidemment, bien sûr qu'à l'intérieur de cette bulle, il n'y a pas que de la sécurité. Donc, le travail pour moi, il est à faire à ce niveau-là. Ça veut dire de prendre le temps de s'écouter, de prendre le temps de se respecter, de se fédérer, de comprendre, de respecter les aînés, ceux qui ont ouvert les voies avant, ceux qui ont abattu un travail immense avant moi ou peu importe quel autre activiste, militante qui sont là aujourd'hui. Il y a des anciennes qui sont là et c'est très important pour moi d'essayer de prendre ce temps en fait, de les rencontrer, de leur donner la place qu'elles doivent avoir. Il y a quelque chose de l'ordre de la gratitude qu'on ne doit pas oublier. C'est hyper important pour moi de justement se respecter les uns les autres. Ça a l'air bateau ce que je dis comme ça, mais il y a quelque chose dans le système qui est mal foutu et qui fait qu'on se sent en compétition
et qu'on n'a pas l'impression de travailler les uns avec les autres, mais parfois qu'on doit travailler les uns contre les autres, comme s'il n'y avait qu'une seule place, qu'il y avait une seule Rokia qui pouvait, tu vois, avoir la voix et sur les ondes, et qu'il ne pourrait pas avoir 5 animatrices femmes, noires et DJ qui feraient le même travail que toi. Il y a quelque chose comme ça qui n'est pas juste. Et c'est ça, pour moi, qu'il faut cibler. Donc, j'ai arrêté de regarder l'ennemi. J'ai arrêté de vouloir lui faire entendre raison, de vouloir changer son discours, qu'il nous fasse de la place. Ça, c'est plus mon combat. Je suis fatiguée de ça et je pense que c'est vain. Je mourrai, ça ne changera pas encore. Mais du coup, le combat, il est plus je vais regarder les copines d'à côté, les copains d'à côté. Je vais dire, OK, prenons une place, inventons une place aux abords d'eux. Du coup, inventons notre espace et on n'a pas besoin d'eux. Donc c'est ça tout l'idéal, en fait. L'idéal et c'est cet idéal qui, moi, me permet de tenir, parce que c'est dans ça que je vis. Et donc, je vis mieux sans me charger et m'encombrer d'une lance, en fait. Je veux plus lutter contre. Je veux lutter avec celles et ceux qui sont de mon côté et prendre soin de ça. Ouf. Ça fait du bien. Macam. Petit moment de... Oui, on reprend ses esprits. Après ça, c'était beaucoup d'émotions. Et merci de le dire si justement, parce que on en parle moins souvent, mais aussi ce qu'on appelle le burn-out militant. Et on croit toujours que les milieux militants et les sisters, c'est safe. Et d'ailleurs, on parle de lieux le plus safe possible, en fait, safer space, plutôt que de safe space maintenant, parce que on s'est bien rendu compte que ça n'existait pas, un safe space. Il faut le construire ensemble, en fait, ce truc dont on parle, enfin voilà, cet idéal qu'on veut, il faut le faire ensemble. En fait, ça se fait pas tout seul, quoi. Et donc, moi, j'aime bien l'idée de, on a parlé beaucoup du care, donc voilà, et il faut parler absolument du self-care, quoi, quelque part, et surtout à ces endroits-là. Et c'est vrai que moi, je cultive aussi mon petit entre-soi. Je travaille à cultiver mon petit entre-soi et j'apprends à le faire. Je crois que j'ai appris à le faire aussi grâce à la militance, parce que moi, je suis un petit peu bisounours, ascendant bisounours de nature. J'ai un petit côté, comme ça, on dirait pas, je viens de Charleroi et tout ça, mais j'ai un côté bisounours, c'est assez fatal. Du coup, moi, je crois que tout le monde est gentil, enfin bon de nature. Je sais pas, mon côté Rousseau, je ne sais plus lequel. Mais non, en fait, les gens ne sont pas comme ça, apparemment. Et même dans la militance, ça, je crois que ça a été la plus grosse claque, c'est de me rendre compte que les personnes que j'identifiais comme des sisters, par exemple, c'était pas, c'était pas ça. Et comme, ça a été des expériences traumatiques, parce que je suis aussi, que je vous ai expliqué, un petit peu neuroatypique, neurodivergente. Et donc, tout ce qui est sensibilité, c'est puissance maximale, quoi. Je veux dire, je peux passer aussi des jours à pleurer dans ma chambre parce qu'il a dit une chose, c'était pas bien. Donc, c'était pas gentil. Mais donc, je pense que c'est très important pour notre santé mentale, et si on veut mieux lutter, et je suis tout à fait d'accord avec cette idée de lutter avec, parce que de toute façon, c'est contre-productif, je crois, au final, d'essayer d'aller contre la grosse machine. Pourquoi je raconte tout ça, je n'en ai aucune idée, mais en tout cas, oui, non, les ennemis, je ne suis pas pour, parce que, en fait, il y a un moment donné où on alimente, je crois, parce que, je sais pas, c'est peut-être un petit peu métaphysique ce que je vais dire, mais il y a des énergies en jeu, tout simplement, et il y a des énergies qui bouffent celles des autres, tout simplement, c'est ça leur rôle, donc c'est ça qu'elles font, en fait. Donc, si toi, tu vas contre, tu donnes, tu vois, tu donnes consciemment de l'énergie, alors que cette énergie, tu peux consciemment aussi la donner à ta sister. Et donc, moi, voilà, j'ai choisi ce camp-là, et c'est vrai que c'est parce que mon corps aussi m'y a obligé. Comme je suis très sensible, je ressens fort les choses, et donc je tombe vite dans des états d'épuisement,
dépressif, misanthropie aiguë, aussi très fort. Et j'ai arrêté ça parce que ça m'a mené au burn-out militant et que c'est pas bien pour mon corps. Et donc à un moment donné, je dis non. J'ai dit stop. Je vais pas être si méchante quand même avec moi-même. Alors ça n'a pas de sens, quoi. Tout ce que je dis. Et encore une fois, c'était le truc de réduire l'écart entre la théorie et la pratique. Donc je veux pas m'infliger ça. J'ai pas envie de l'infliger à quelqu'un d'autre. Alors pourquoi je veux l'infliger à moi? Ça n'a pas de sens, quoi. Donc j'ai choisi, comme toi, ma Coco, aussi de me préserver et surtout dans mes relations de travail, puisque ici on travaille dans on est artiviste, on l'a dit tout à l'heure, donc c'est d'autant plus important, je pense, pour la santé mentale de se préserver de tout ça. Et de toute façon, ça ne sert à rien de jouer à ce petit jeu-là, en fait. Je ne crois pas que ça change foncièrement les choses. Donc je suis pas d'accord, je sais plus comment c'était le proverbe, la citation, mais je suis pas en adhérence avec. Non. Non, pas du tout. Je continue je vis ce que tu dis. Et je vis aussi ce que ma Coco a dit. Et donc, du coup, je digère. Enfin, je commence ma digestion. Et donc, je pense tout de suite à des traces. Pour le futur, comment laisser des traces? Comment, de ce qu'on fait, de notre savoir-faire, de notre savoir-être, de nos actions. Et je me demande aussi sous quelle forme on pourrait la laisser et à qui on pourrait léguer ces traces. Donc voilà, je vous pose cette question. Moi, j'ai très envie de répondre, ma Coco, si t'es OK avec ça, je veux bien. Macam. Alors, oui, on dirait un peu une blague, hein, Macam et ma Coco, si on serait un bateau. Enfin, c'est pas pour rien que j'ai choisi. Voilà, je me dis tous ces jouets-là, tous ces jouets-là, très clairement. Moi, j'ai très envie de répondre à cette question parce que ça tombe à pic, justement, parce que ici, nous, juste derrière le festival, en fait, on est aussi en parallèle sur un très gros projet, qui c'est un projet de film documentaire qui s'intitule Femme fatale, et qui est exactement, en fait, le fruit de cette réflexion. Et même, pour aller plus loin, c'est un moyen de lutter, une façon de lutter, en fait, ce projet de film documentaire, donc contre la récupération politique de nos initiatives, parce que c'est lié, en fait. Enfin, je vais faire le lien parce que c'est peut-être pas clair, là, je l'ai pas exprimé. Mais, en fait, c'est en invisibilisant nos luttes qu'on tend le bâton pour se faire battre quelque part et qu'on favorise la récupération politique, très clairement. Donc, c'est crucial, en fait, de travailler à l'archivage de nos actions, de nos luttes, de nos pensées collectives, de nos outils collaboratifs. Parce que si on ne le fait pas, on entretient ce processus d'invisibilisation quelque part. Et alors effectivement, c'est vicieux ce que je dis, puisque c'est aussi encore une fois se charger la mule, parce que je veux dire, la Voix de Femmes, par exemple, à un festival à Liège, elles ont engagé, donc il y a un poste qui s'est libéré pour de l'archivage, ce qui est génial. Et mais bon, voilà, elles ont tenu ce poste après, je sais pas, après 20 ans, même plus, hein, je pense. Donc parce que donc c'est ce que je veux dire avec ça, c'est que c'est du travail, c'est un travail colossal de travailler à l'archivage, c'est hyper précieux, mais c'est un boulot de malade. Et donc voilà, je dis, il faut le faire, et en même temps, il faut le faire. Et donc, c'est clairement du boulot non rémunéré. On le rappelle que tout ça ne nous rapporte que le mérite de l'avoir fait. Mais moi, je pense que c'est crucial, en fait, aussi de se fédérer. Et pour faire ces projets, donc ce film documentaire, ce qui est beau aussi avec cette aventure-là, c'est que elle commence de la réflexion qu'on a menée avec Lune, juste au sortir du Covid, je dirais, pour resituer, au balbutiement. Donc il faut se dire qu'on est à un moment dans l'histoire, en Belgique en tout cas, où on ne sait pas si la culture elle va reprendre un jour. On ne sait pas ce qui va se passer, on est vraiment dans le néant complet par rapport à ça.
Et nous, c'est à ce moment-là que, enfin voilà, parce que du coup, pendant les quand même 2 années de Covid, il y a eu le gros challenge, c'était de savoir si on allait réussir à ressauver une deuxième fois ce festival finalement, puisque il y a eu l'édition 2019 qui a été un franc succès, on peut le dire, mais juste derrière, boum, Covid quoi, ça te casse, hein. Enfin ça nous a cassé. Et donc, oui, voilà, on apprend à un moment donné, la culture n'était pas encore ressuscitée, on va dire, on apprend que une grosse initiative qui se met en place par les pouvoirs publics et qui ressemble, très fort à la nôtre et ça nous fait quand même quelque chose parce que nous on travaille comme je disais comme des acharnés bénévolement et s'il faut vraiment faire le calcul, le cumul des temps pleins en fait parce qu'on a parlé de superposition des casquettes et s'il faut mettre une fois des chiffres là-dessus, j'ai pas encore pris le temps de le faire parce que j'ai pas le temps de le faire tout simplement, mais on va le faire ensemble parce que il faut visibiliser ça, c'est vraiment beaucoup d'argent en fait qui est en jeu si on parle de temps de travail, si on veut vraiment calculer ça correctement. Et donc ici en fait c'est né de la nécessité de 2 festivals féministes qui existent et qui étaient les premières initiatives à Bruxelles, quand même on le rappelle, avec Game Over qui est le tout premier festival féministe à Bruxelles. Voilà, il n'y avait rien avant et c'était 2011 et 2012 on a le Ladyfest Bruxelles et qui ont été des initiatives qui ont toujours fonctionné avec des micro-bouts de ficelle. Il faut vraiment le dire ainsi. Voilà, nous, pour vous donner une idée, on a organisé 2019, c'était 1 500 € qu'on a reçus 4 mois après la clôture du festival. Ça, c'est une réalité financière. D'accord, donc c'est aussi prendre des risques, ce qu'on fait. On parle des métiers de production, qu'on imagine. Ah oui, t'es productrice, t'as l'impression qu'il y a des étoiles comme ça au-dessus de ta tête, mais en fait, tu es dans la précarité absolue et tu travailles comme les artistes, c'est-à-dire que tu travailles dans l'incertitude complète de savoir si tu vas bouffer le lendemain. Et à qui tu veux léguer ça ? À qui je veux léguer ça ? Je veux léguer ça, c'est une histoire de génération. On lègue à la génération qui nous suit. Je crois que c'est ça, en tant que génération, qu'on est censé faire. Non, je ne sais pas, j'ai pas d'enfant. Mais voilà, donc je veux léguer ça à la future génération de militantes. Ma Coco ? Alors, comme je disais, moi, je viens de l'art contemporain, à la base. Donc, en tant qu'artiste de la performance, j'avais un truc, et comme je disais aussi que tout est lié, donc je fais pas un truc qui ressemble pas à un autre. Dans mon travail d'artiste et de performeur, je refusais les vidéos. Je refusais les photographies. Je refusais toute captation, tout site internet, toute notion d'archivage. Tout le fond de mon travail était basé sur justement l'oralité. Et je questionnais les croyances, je questionnais dans mon travail l'oralité, comment une expérience performative se vivait en réel avec les gens présents dans un temps donné, avec une température, des odeurs, un moment qui serait indescriptible autre par la vidéo ou quoi que ce soit, mais que par l'expérience de chacune avec ses perspectives. Et donc j'ai jamais fait ça. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, donc ça fait quelques années que j'en fais de la perf. Je commence à avoir un petit truc de me dire « Oh, mais j'ai pas de souvenirs ». Il y a un petit côté, évidemment, de l'ordre de j'ai fait tellement de choses dans ma vie, j'ai fait tellement de perfs différentes, il y a tant de publics différents qui les ont vus, mais je n'ai pas de traces. Donc j'arrive à comprendre aujourd'hui l'intérêt de l'archive. Et puis j'ai beaucoup de disques durs qui ont craché. Parce que même mes photos perso de ma vie perso, de mes résidences ou des choses comme ça, je les ai plus. Donc il y a un truc comme ça où j'apprends à me détacher vachement parce que moi je suis quelqu'un de l'objet quand même, je suis créatrice d'objets de base. Donc tout ce qui est de l'ordre du sacré, de la trace, de la ruine d'une action, j'ai quand même le désir de vouloir garder des petits souvenirs quand même. Donc j'ai le cul coincé entre ces deux chaises-là. Et j'ai fait la même bêtise avec Fat Sabbath, où j'étais genre, on va être dans le réel. Là, on n'est pas là pour faire de la joliesse. À l'époque, Instagram, j'y touchais pas. Donc, ça m'intéressait pas de faire de la beauté, de faire des jolies images pour montrer à quel point c'était stylé. On n'avait rien à faire. L'idée, c'était là, tout de suite, il faut offrir un lieu pour répondre à des besoins immédiats.
Donc ça veut dire que là maintenant, comment on mange, comment toi tu vas avoir des sous à la fin de cette semaine pour pouvoir faire tes courses, comment tu vas pouvoir garder tes enfants. Donc j'allais pas commencer à faire des photos stylées ou souvenirs ou archiver des moments en fait de survie et de mise en. En plus j'étais vraiment seule, donc comme tu dis Makam, il aurait fallu que quelqu'un d'autre prenne ce job de dire ah mais moi je vais faire un documentaire sur cette expérience extraordinaire. Moi j'étais juste là à tenir les murs ouverts, trouver des sous pour payer les loyers. Donc à aucun moment mon téléphone sortait pour faire des selfies avec les gens quand on est. C'était pas du tout une option. Mais la beauté du moment, c'est que Fatsabat n'est plus juste ma coco. Fatsabat maintenant devient une collective, est devenue depuis 1 an. Et donc, dans cette collective, qui arrive? La nouvelle génération. La nouvelle génération qui m'ont appris Instagram, qui m'ont appris oui, non mais c'est important de toucher les publics, non mais oui, c'est important de garder des traces. La génération qui va avec le plus grand des vœux que je fais, dépersonnifier Fatsabat. Donc je ne veux plus que ce soit que ma voix, je ne veux plus que ce soit que mon visage. Oui, ok, je suis la genèse, elle est sortie de moi, c'est un fait. Mais j'aimerais que Fatsabat devienne quelque chose de vraiment commun et qui appartienne à chacun, chacune, qui viendrait y mettre du coup son énergie, son savoir-faire, en bien sûr gardant les comme je disais, enfants à l'internat. Il y a les cadres qui est mis, et après à l'intérieur, il peut se transformer. Donc il y a bien sûr des valeurs, une charte de Fatsabat, donc ça peut pas devenir tout et n'importe quoi, mais il est important qu'il puisse évoluer, être réadapté aussi en fonction des besoins de nos publics, aux besoins des membres qui rentrent, et voilà à qui on aimerait le léguer. J'aimerais qu'il évolue en fait tout le temps et qu'il puisse exister sans moi. Ça, c'est le rêve ultime, dans quelques années, que je puisse décider de prendre une nouvelle casquette et de me dire, en fait... mais il n'existe pas sans moi avec l'institution qui le rachète. Hein. C'est pas ça l'idée. C'est pas ça. Non. Il y a quand même un cadre. Donc, il existe sans moi si ma coco, elle s'en va. Elle va au soleil, se détendre et dormir, etc. Eh ben, il continue d'exister. Les événements existent et j'ai pas besoin d'être en coordination générale. Mais je sais que ça va prendre du temps. Je sais que c'était un vœu et j'étais un peu impatiente que ça devienne que chacun... Le lieu, par exemple, j'avais fait 10 doubles et j'avais donné 10 doubles à 10 personnes différentes en disant vas-y, go, fais ton atelier. Tu vois, toi tu es prof de yoga, fais tes cours de yoga. Et les gens avaient quand même besoin d'être encadrés. Mais ça va venir. Je sais que ça va venir. Merci à toutes et à tous. C'était Sororité, conversation avec mes sisters, Ophélie, ma coco et Makam. Ce podcast a été enregistré en public au Ladyfest Bruxelles le 27 mai 2023. Merci à mon producteur et réalisateur Michel-Ange Vinti qui est absent. Prise de son Géraldine Yonkers. Présente avec nous, musique originale et mixage David Federman. Merci à toute l'équipe du Centre culturel Jacques Franck à Saint-Gilles. Sororité, conversation with my sisters est une production du studio Balado. Vous pouvez visiter notre site www.studiobalado.com ou nous contacter via les réseaux sociaux. Et surtout, abonnez-vous à mon podcast sur votre plateforme d'écoute préférée. Merci au public présent et merci pour votre écoute. À bientôt.